Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur l'Ortien. Bienvenue à Actu Hebdo qui reçoit aujourd'hui le professeur Abdoulaye Dabo. Il est le directeur général de la recherche scientifique et de la technologie CNRST, le président de la commission scientifique sur le Covid-19. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Diombele. Également sur ce plateau, le docteur Abdoul Fattah Sissé, directeur général de la maison du Hajj. Bonjour docteur. Bonjour Ibrahim, bonjour. Ok, il n'y aura pas de pèlerin cette année. On en parlera dans un instant. Inch'Allah. D'accord. Voilà donc 3 mois que la maladie à coronavirus est apparue au Mali. Plusieurs dispositions ont été prises par les autorités et leurs partenaires pour lutter contre la pandémie. Et les chercheurs maliens ne sont pas restés en marge de ce combat. Une commission scientifique est en effet créée et va permettre le financement de plusieurs projets pour soutenir les actions de prévention et la prise en charge des malades. C'est un reportage de Salima Tandao et de Tayeb Adjabiakoya. La recherche médicale est un secteur clé dans la lutte contre les maladies. Et en situation de crise sanitaire, ces acteurs sont beaucoup plus sollicités. Le Mali étant touché par le coronavirus, les chercheurs ont en urgence mis en place une commission avec comme mission la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi-évaluation dans le cadre de la lutte contre la pandémie. À partir de ces priorités, un appel à projet a été lancé le 16 mai 2020 à l'intention des chercheurs des institutions nationales de recherche, des centres et instituts de recherche, des inventeurs et innovateurs regroupés au sein de l'Association malienne pour la promotion de la recherche, de l'innovation et de la technologie, AMPRIX, et des ONG. C'est ainsi que des projets à court, moyen ou long terme ont été soumis pour financement à la commission scientifique que vous représentez. En tout, 47 projets ont été proposés. Ils concernent 8 domaines, dont la santé humaine, la biochimie, les sciences sociales et l'agriculture. Pour une enveloppe de 150 millions de francs CFA et avec le plafonnement des budgets à 20 millions par projet, le choix portera sur les 7 meilleurs projets du lot. C'est le lieu de saluer cet effort financier inestimable que l'État vient de fournir à travers le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, FCRIT. La commission scientifique sur le Covid-19 est animée par les chercheurs de la médecine moderne et traditionnelle, une synergie qui aspire à de bons résultats. Voilà, professeur Dabo. Aujourd'hui, on parle de Covid. Quand c'est Covid, c'est course contre la montre. On va en parler tout à l'heure. Et d'abord, vous êtes le patron, le directeur général de la recherche et de la technologie, du Centre national de la recherche et de la technologie. C'est bien cela. C'est quoi l'intitulé exact de votre structure? Monsieur Diombele, merci encore une fois pour nous avoir donné cette occasion de parler de l'apport de la recherche dans la lutte contre la Covid-19. Parce que ce que je sache, ça, nous sommes interpellés tous les jours, quelle est la place de la recherche dans tout ça. Nous voyons tous les jours les acteurs, que ce soit l'État, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, mais nous ne voyons pas encore la recherche. D'accord. Donc c'est un peu pour répondre à cette question qu'effectivement cette session a été tenue. Ouais, mais déjà, lorsqu'on parle de CNRST, c'est le centre. C'est quoi votre cœur de métier? Le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de gens ont du mal là. Centre national de la recherche scientifique et technologique, qui a pour mission de coordonner et de veiller à la cohérence des programmes et des projets de recherche au niveau national, de promouvoir la recherche des chercheurs et de la recherche elle-même, et d'assurer le financement de la recherche, notamment à travers le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. Mais c'est surtout la première mission de coordination de la recherche, justement, qui nous a valu de prendre la tête, justement, de cette commission scientifique. Mais on ne peut pas dire qu'au Mali, que le secteur de la recherche est bien nanti, hein? Pas du tout. Bon, on ne peut pas le dire, mais compte tenu de l'état de... Alors que c'est la première marche de l'escalier du développement. En principe, si vraiment cela est compris, cela commence à se faire comprendre par les autorités, eh bien, nous allons faire de grands progrès. Alors, comment est-elle financée au Mali, d'une façon générale, la recherche? D'une façon générale, c'est d'abord les partenaires techniques et financiers, l'extérieur. Mais ils ne financent que ce qui les intéresse. En principe. Oui. Mais c'est pour justement changer ce paradigme que l'État malien a mis en place depuis 2011.
le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, malheureusement qui n'a été fonctionnel, opérationnel qu'en 2017. D'accord. Et depuis lors, il y a eu 2 appels à candidature. Un premier appel en 2018 qui a permis de financer 47 projets. C'est ce qui est apparu sur l'élément tout de suite là. Oui. Voilà. Et ensuite, en 2018-2019, un second appel donc qui a permis de financer 57 projets. Donc, on ne peut pas dire que vraiment que nous ne sommes pas bien partis. D'accord. Si vraiment la tendance se maintient. Et en plus, vous avez un fonds à votre disposition. Et bien sûr. Depuis quelques années, là. C'est ça. D'accord. Ouais. Et ça marche bien, ce fonds est bien fourni, c'est bien doté, non? Bon, oui, non. Le seul fonds que nous avons pour la recherche, disons le seul fonds, un des fonds, le fonds le plus important, c'est ce fonds compétitif. D'accord. Mais indépendamment de cela, au niveau des universités, bien sûr, il y a une ligne budgétaire comme qui est allouée à la recherche également. D'accord. Les partenaires techniques, comme je le dis, et l'extérieur financent la grosse partie de la recherche chez nous, malheureusement. Quelle recherche? La recherche, c'est tout biomédical, et la recherche sur l'agriculture également. D'accord, très bien. Alors, cette semaine, vous êtes réunis pour une session de la commission scientifique du CNRST. Alors, est-ce que c'est une réunion qui vient de façon périodique ou elle est spéciale? Cette commission scientifique, elle a été mise en place par le CNRST, elle a été encouragée bien sûr par le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est pour répondre, comme je l'avais dit, à la première question, à la question qui s'était posée, à savoir quel était le rôle de la recherche dans la lutte contre la Donc, COVID-19. elle a été mise en place dans le cadre de la riposte contre le Covid ou la Covid-19. Exactement. D'accord. La commission elle a été mise de façon ponctuelle, justement pour répondre, pour évaluer les projets qui seront soumis justement à cette Covid-là. Qui la compose? La composition, c'est en fonction du profil des projets qui nous ont été soumis. S'il y a des projets qui ont été soumis dans le cadre de la santé humaine, là, il y a l'épidémiologie, il y a le diagnostic, il y a le traitement, que ce soit par la médecine moderne ou par la médecine, par la pharmacopée traditionnelle. Donc, en fonction de ça, donc, les chercheurs, les scientifiques ont été choisis parce que c'est eux qui sont capables d'évaluer tel projet. Donc, il n'y a que des scientifiques là-dedans. Il n'y a que les scientifiques. D'accord. Voilà. Là, les sciences humaines, il y a des chercheurs confirmés également dans le domaine qui ont été choisis pour évaluer ces projets. Et ensuite, les STI, sciences techniques de l'ingénieur, et les mathématiques, physique, chimie. Donc, en fonction du profil des projets, donc les scientifiques confirmés, je le dis bien, confirmés, ont été sélectionnés pour évaluer ces projets. Alors, la réunion du jeudi passé portait exactement sur quoi? Parce que vous avez fait un appel à projet avant. Oui. D'accord. Bien sûr. Bon, en fait, il a fallu préparer d'abord cette réunion du jeudi. D'accord. D'abord par une réunion préparatoire. Donc, il y a eu des rencontres en amont. Exactement. 3 réunions, précisément. La première réunion, c'était c'était le 29 avril. Là, c'était une réunion de réflexion. Un premier pas pour échanger avec les responsables des institutions de recherche, les associations, les ONG qui étaient impliquées dans la lutte. Parce que nous savions qu'il y avait des actions en cours. Mais quelles étaient ces actions-là? Donc, il fallait se réunir. Et c'est là le rôle du CNRST, justement, le Centre national de la recherche scientifique et technologique, de convier tous ceux qui s'intéressent à la recherche pour coordonner. Parce que nous sommes quand même l'institution nationale qui doit coordonner. Parce qu'il y a des actions éparses dans les institutions, dans les centres de recherche, dans les centres. Donc, il faut remettre tout ça, tout ce beau monde, pour savoir exactement qu'est-ce que vous faites. D'accord. Et cela, l'utilité de cette réunion, c'est quoi? C'est de mutualiser, par exemple, et les moyens et les compétences, par exemple, des instituts, des centres qui faisaient la même chose. Effectivement, on est arrivé à savoir que parmi les actions qui étaient menées, il y avait des chevauchements. Il y avait des chevauchements. D'accord. Donc, c'était lieu de les mettre ensemble. Pour tout harmoniser. Exactement. D'accord. Là, c'était vraiment l'objet de la première réunion. La deuxième réunion, et là, disons, c'était une réunion qui a permis de définir les priorités. Parce que tout le monde voudrait faire ça, mais il y a des priorités quand même qu'il faut retenir. Quelles sont ces priorités? C'est d'abord la prévention. Tout ce que les médias, vous êtes à saluer par rapport à ça. Les mesures barrières, c'est vous qui les définissez. Donc, il y a un chapeau quand même qu'il faut lancer à la presse par rapport à ça. Mais il aurait fallu justement inventer ou réfléchir à ces mesures barrières. Donc, il y a la prévention, il y a d'autres mesures également qu'on peut imaginer. Voilà, donc c'est le but de la recherche. Il y a le traitement. Ça, on sait bien qu'il y a beaucoup de schémas thérapeutiques qui sont en cours. Et nous allons également
en inventer, notamment avec la pharmacopée traditionnelle. Il y a le diagnostic, là c'est indispensable. Tous les jours, la situation que nous faisons, qui passe donc à la télé, c'est parce qu'il y a ce diagnostic-là qui est fait au niveau des structures spécialisées et en fait le suivi et évaluation. Donc ce sont ces 4 domaines qui ont été donc mis à profit donc dans l'appel à candidature et c'est en fonction de ces priorités justement que les candidats devaient postuler. D'accord, prévention, diagnostic, traitement, suivi évaluation. Exactement. Alors vous avez reçu combien de postulants? Les postulants, en notre grand surprise, on ne s'attendait pas. Parce que, comme vous le dites au démarrage de l'émission, c'est une course contre la montre. Ouais. Étant donné que les chercheurs n'avaient pas été avisés à temps, on ne s'attendait pas justement à ce que nous ayons reçu jusqu'à 42 projets. Ah, un si grand nombre. 42 projets. Vous avez besoin de combien? Mais on peut avoir besoin de plus de projets, mais c'est-à-dire compte tenu du temps qui leur a été donné, on a été agréablement surpris que beaucoup de chercheurs s'étaient intéressés à ça. Et voilà les 42 projets. Malheureusement, même s'il y a de très bons projets parmi il fallait faire une classification. En fonction donc de la note obtenue et en fonction surtout du budget. D'accord. Budget, on va le rappeler, 150 millions. 150 millions. Mais c'est très peu pour la recherche. Peu, mais pas, beaucoup aussi. Beaucoup. Mais vous retenez 7 projets. 7 projets. Qu'est-ce que vous voulez, par le temps qui court. Et les 7 projets pour sûr. Les 7 projets, il y a la santé humaine. La santé humaine, c'est 21 projets qui avaient été soumis à l'évaluation. Donc, on a pris 3 projets. Parce que c'était quand même le domaine qui a soumis plus de projets, 21 sur les 42. Ensuite, il y a les 2 autres domaines. Parce que tout ce qui a été dit, on les a regroupés par domaine. Les sciences humaines, 7 projets qui ont été soumis. On leur a alloué 2 projets. Et les mathématiques, physique, chimie, les STI, 2 projets également. Les meilleurs. D'accord. Voilà. C'est pour 150 millions. Alors, on va vous demander quand est-ce qu'on aura les premiers résultats. On ne sait pas pour l'instant, mais déjà, de poser la question au professeur, et au docteur Abdul Fattah Cissé. Je ne sais pas, vous êtes docteur en langue et littérature arabe. En langue et littérature arabe. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette démarche au niveau du CNRST? De toute façon, le Covid-19 est là depuis quelques mois. Est-ce que c'est une action qui est arrivée en retard, mieux vaut tard que jamais? Bon, on ne sait pas. Votre appréciation? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam al Habib al-Mustafa, rahmatan al-alamin. Merci Ibrahim Djambele, et merci à l'ensemble de l'équipe de l'ORTM qui nous a vraiment accompagnés depuis que nous on a commencé nos activités depuis le mois de février passé. l'ORTM a été avec nous pour nous accompagner, pour transmettre nos sensibilisations. Bon, ce que c'est quand même une bonne chose, c'est la recherche scientifique. C'est qu'ailleurs ça se passe comme ça, donc il faut quand même valoriser ça et continuer à travailler dans ce sens-là. C'est vraiment une très bonne chose. Et surtout que vraiment, je pense qu'ils vont nous donner de bons résultats très bientôt, Inch'Allah. D'accord. Alors, très confiant dans l'avenir. Vous êtes c'est également votre discours. Les premiers résultats sont attendus pour... Bon. Parce qu'il faut fixer des échéances. Je vous l'ai dit, quand on parle de Covid, c'est la course contre la montre. Les échéances, il faut les fixer si on peut les fixer. Ah, d'accord. Si on peut les fixer dans la mesure où... C'est vrai, le comité de pilotage du fonds compétitif pour la recherche et l'innovation nous a alloué les 150 millions, mais il y a quand même une procédure de décaissement. Il faut passer par le Trésor. Ah, parce que le fonds, il n'est pas disponible. Le fonds, il n'est pas... C'est une promesse, alors? C'est une promesse ferme, quand même. Ferme? Ferme, parce que, bon, il suffit simplement que le Trésor mobilise les fonds. Maintenant, la disponibilité des fonds au niveau du Trésor, là, on ne maîtrise pas. Mais dès que nous avons les fonds, les chercheurs sont déjà à pied d'œuvre. Parce que c'est l'aval de cette commission scientifique qui était indispensable. Ensuite, il y a d'autres étapes, bien sûr. Par exemple, soumettre les projets au comité d'éthique. Là, c'est indispensable. C'est un passage incontournable. Mais tout cela peut aller très rapidement. Mais tous ces processus-là, dans votre programmation, va aller jusqu'à peu près combien de mois, combien de semaines? Bon, là, pour le comité d'éthique, là, on peut établir que 7 projets. Ils peuvent les examiner au bout de 2 semaines environ. Maintenant, la mise en place, là, c'est ce qui peut poser problème. Sinon, on a quand même demandé, exigé à ce que les projets qui portent sur la prévention, le traitement, la prévention ou le diagnostic, là, on peut, il leur a été accordé 6 mois maximum. Maintenant, pour les essais cliniques, parce qu'il y en a,
Il y a deux projets qui ont été donc financés dans le cadre des essais cliniques. C'est des études un peu compliquées. On leur a donné maximum 12 mois. Donc, 12 mois, même s'il fallait commencer le traitement, si on a les fonds tout de suite, 12 mois, il faut, c'est 2021 qu'il faut attendre les premiers résultats. Mais il y avait déjà des essais, des recherches dans le pipe au Mali, non, sur le Covid-19, non? Avant cette opération. Avant cette opération, le Covid... il n'y en avait pas. Non, il n'y en a pas. D'accord. L'une des études porte, par exemple, sur l'évaluation des approches des traitements et de prévention qui se fait ailleurs. Mais vous avez tous connaissance des débats houleux qui entourent l'efficacité ou la tolérance de la chloroquine. Donc, l'approche, l'étude qui nous a été soumise, c'est justement pour évaluer d'abord le bien fondé de ces études-là et voir exactement est-ce qu'on ne peut pas recadrer toutes ces études-là pour en tirer le maximum de profit. D'accord. Est-ce que ici, il y a des lueurs d'espoir? Vous êtes dans le secteur. Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir au Mali aussi? Par rapport à la découverte de remèdes contre le Covid-19, comme on le fait ailleurs? Parce que déjà, sur le plan européen, je crois il y a 2 ou 3 jours, on vient de tomber d'accord sur un produit qui peut être efficace dans la lutte contre le Covid-19. Exactement. Bon, on a des lueurs, de fortes lueurs d'ailleurs, notamment en matière de pharmacopée traditionnelle. Oui, on allait vous poser la question. Est-ce que la médecine traditionnelle est associée à vos démarches? Fortement impliquée d'ailleurs. Fortement impliquée, parce qu'avec toute l'expérience que notre cher professeur Rokia Sanogo a dans ce domaine-là, nous avons une longueur d'avance par rapport aux autres institutions d'Afrique, je peux le dire. Donc, c'est sur cette base, justement, il y a déjà des plantes qui sont déjà sélectionnées pour être connues, pour être efficaces contre les symptômes, parce que c'est de ça qu'il faut parler, contre les symptômes de la maladie. Il suffit simplement que vraiment l'argent soit mis à leur disposition pour qu'ils poursuivent ces études au plan santé. Parce que les sirops, ou c'est pas toutes les plantes que nous avons dans notre pharmacopée, c'est les doses par exemple, elles ne sont pas bien fixées, ainsi de suite. Mais avec les études mais la DMT a déjà fait des travaux dans ce sens. Des travaux, mais pas spécifiquement sur la Covid. Ah bon, d'accord. Voilà, l'application se fait maintenant sur la Covid. Ah d'accord. Au point de vue de tolérance, au point d'efficacité, disparition des symptômes par exemple, voilà, en combien de temps, pour combien de doses, ainsi de suite. Donc vraiment, nous avons de bel espoir justement que ces études aboutiront. Parce qu'il faut reconnaître que dans ce domaine-là, on est pionnier quand même. On est dans le peloton des têtes. On met un peu des médecines traditionnelles. Exactement. Depuis l'avènement de la DMT avec le professeur Haruna, à son époque. Même avant lui, depuis les années 60. Voilà. Donc vraiment, c'est la structure la mieux structurée, la mieux organisée et la mieux fournie. Beaucoup se sont inspirés du cas malien d'ailleurs. Exactement. D'accord. Exactement. Et c'est là où... C'est vraiment sur ce champ, sur ce domaine que nous allons nous battre le plus. OK. Alors, et cette initiative du CNRST de mettre en synergie, de trouver une bonne méthode d'articulation entre les chercheurs, les inventeurs, les innovateurs, est-ce que vous expérimentez à l'échelle africaine aussi, non? À l'échelle africaine, elle est sous-régionale? Sous-régionale, avec le Burkina, avec le Sénégal, avec les pays de la sous-région. Vous êtes en contact? En contact permanent. D'accord. Nous sommes en contact permanent. Il y a même un produit qu'on appelle l'apivérine, donc voilà, qui devait être testé entre le Mali et le Burkina. Donc il y avait dans le protocole qui devait être révisé d'abord par les Burkinabés parce que c'est eux quand même qui sont allés vite par rapport à cette étude-là. Donc le protocole a été révisé, c'est venu au Mali. Donc le professeur Selou Doumbia, qui est donc le président du comité scientifique de la Covid, là, donc ça n'est approprié et cette étude sera également mise en route ici. D'accord. Donc c'est dire que vraiment nous sommes en collaboration étroite avec les autres pays de la sous-région. Alors on le sait, la médecine traditionnelle, la base, ce sont les plantes, mais il y a une menace qui plante toujours, ça c'est le problème environnementaux. Est-ce que son avenir n'est pas menacé? Elle est même compromise. Avec la désertification. L'avenir est même compromis, disons. Ah, c'est compromis. Ah oui, parce que, mais quand même, je sais que si on s'intéresse aux études que le DMT est en train de mener, certainement il y a effectivement des études qui ont été entreprises, si vous voulez, dans le sens justement d'une redynamisation de ce secteur-là. Autrement dit,
étudier d'abord les plantes qui sont résistantes contre la sécheresse et avoir également, se donner également les moyens de pouvoir les propager. Donc tout cela se trouve dans le pipeline justement du DMT. Donc c'est seulement les financements qui manquent justement pour que beaucoup de ces projets soient mis en route. Problème de financement. La recherche, c'est le financement. Mais on va dire que ce n'est pas menacé seulement que par la désertification et tout, le problème pas seulement. du changement climatique. Hein. Il y a même la question de la ressource humaine parce que le secteur ne séduit pas les jeunes qui arrivent. Non. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ouais. S'il faut aller sur le champ de cette recherche-là, il y a effectivement des obstacles. Cette désertification, c'est une des conséquences de l'activité humaine ou même de l'activité de l'action de climat. Mais pour que la recherche soit vraiment retrouve sa lettre de noblesse, il faut effectivement des ressources humaines qualifiées. Il faut des équipements. Les laboratoires sont mal équipés. Et enfin, et surtout, il y a le financement. Hein? Donc, il y a également la collaboration entre les chercheurs eux-mêmes d'abord. Parce que beaucoup de chercheurs pensaient être des sommités, oui. Mais au lieu de collaborer avec même le plus petit qui soit, non. Malheureusement, en étant confiné, c'est le terme qui est à la vogue, en étant confiné dans son laboratoire, voilà, il faut une collaboration saine non seulement entre les chercheurs eux-mêmes, mais entre les chercheurs également et le privé. Oui, mais je pense que les actions menées au niveau du CNRST commencent à raboter un peu ce problème. Exactement, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et depuis que je suis quand même à la tête du département, je crois que les choses ont beaucoup bougé. D'accord. Nous sommes mieux connus maintenant. Et les actions, tous les jours, nous posons des actes justement qui contribuent justement à cette collaboration, à cette coordination de la recherche au sein de nos institutions de recherche. D'accord. Voilà. Le CNRST, vous dépendez de quel département? Le ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas s'il existe encore. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur de la recherche scientifique. D'accord. Voilà. De toute façon, on va attendre le nouveau gouvernement. On ne sait pas où vous allez partir. Hein? Exactement. D'accord. Mais nous serons toujours attachés à la recherche scientifique. À la recherche scientifique, voilà. Absolument. Ah non, ça... Mais vous avez une action transversale. Là. Action transversale, mais quand même, là où nous serons logés, ça, on ne peut pas changer ça. Et vous devez aussi beaucoup travailler avec le secteur industriel. C'est tout le secteur d'ailleurs. C'est à cela que j'allais en venir. Parce qu'il y a... la génération, si vous voulez, les chercheurs qui génèrent les paquets technologiques. Il y a le développement. Pour que le développement suive, il faut que ces paquets technologiques soient transformés en biens et en services au profit des populations. Absolument. Mais cela ne peut se faire justement que par le biais justement des privés. Alors, mais comment vous faites pour séduire le secteur privé qui doit également participer au financement de la recherche, hein? Ailleurs, ça se fait. Le secteur privé, il faut organiser, il faut les intéresser, d'abord les associer au programme de recherche. Il faut qu'ils sachent ce qui se fait au niveau des recherches. Il faut que, parce que la recherche, on ne peut pas être dans son bureau, imaginer une question de recherche, la traiter et vouloir imposer ça. Non, il faut aller d'abord connaître les besoins justement, puiser les besoins donc, des populations. Et parmi ces populations, il y a le secteur privé, les industriels, voilà. Donc c'est à partir de leurs besoins que vous allez monter vos projets. S'ils sont partie prenante déjà dans la conception des projets, et rien à faire, ils vont accepter les résultats que vous allez leur proposer. Alors pourquoi vous ne mettez pas en place ce cadre de concertation? Ce cadre, il a en place le cadre. Ah, le cadre est là. Il a un cadre. Il est en place, disons, le cadre là. Et c'est ce qui favorise également la valorisation des résultats de la recherche. Parce qu'on a beau produire les résultats, s'ils ne sont pas valorisés, c'est peine perdue. D'accord. Alors, que peut-on attendre de cette action, actualité, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut attendre? De votre commission scientifique, son travail. Ce qu'il faut attendre, c'est qu'à la fin des travaux de cette commission scientifique... À court et moyen terme. Voilà, ces 7 projets ont été retenus. Et nous pensons que c'était vraiment les meilleurs projets qui apporteront une solution. Soit de traitement, soit de diagnostic, soit de prévention, soit de suivi et évaluation aux problèmes que nous connaissons. D'accord. Nous connaissons, nous sommes... en harmonie, nous sommes d'accord avec l'impatience, avec des populations, avec les pouvoirs publics pour dire que la recherche, mais la recherche quand même obéit à certaines règles auxquelles on ne peut pas se dérober. Il faut aller
Bon, je ne vais pas évoquer, mais le problème de la Tunisie, par exemple, dont le président malgache a inventé les mérites. Absolument. Mais il y a beaucoup de réticence par rapport à son utilisation, comme lui l'a fait chez lui. Pourquoi? Parce que justement, la recherche scientifique n'a pas suivi tel que nous, en tout cas, nous le voulons, ou bien nous n'avons pas connaissance de la démarche scientifique qu'il fallait pour justement aller à l'utilisation de ce produit. Parce qu'il y a un protocole à respecter. Exactement. C'est cela, il faut comprendre. La recherche, on a les mêmes soucis, d'avoir rapidement les résultats, mais on ne peut pas aller sans vraiment passer par cette instable. Parce que malheureusement, souvent, on peut avoir l'effet l'effet contraire, effectivement. On peut avoir l'effet contraire. Bon, ça, c'est comme le dit, sortir très tôt le matin, et bien ne rien faire le parcours. Alors, ça, on ne le souhaite pas. Prudence et merde. C'est l'argent du contribuable également qui est utilisé pour financer ça. Ben, il faut que vraiment on en sorte des résultats. Ok. Alors, on va passer au deuxième sujet. Vous avez quelque chose à ajouter? Non? Bon, vous avez tout dit. Si vous avez une question à clarifier avec le professeur, c'est l'occasion. C'est bon. D'accord. Alors, on va passer à votre sujet. Peut-être que lui, il aura des questions à vous poser. Le pèlerinage 2020, la décision est donc tombée ce lundi. Le Hajj 2020 sera exclusivement réservé aux résidents et aux étrangers se trouvant sur le territoire saoudien. Il sera accompli dans le strict respect des mesures barrières de Covid-19. Les Maliens ne pourront donc pas effectuer le pèlerinage cette année, malheureusement. Une grosse perte pour les agents de voyage et pour l'État également. Les détails avec Mariam Kone. La nouvelle de l'annulation du pèlerinage à la Mecque pour les non-résidents en Arabie Saoudite est tombée tel un coup près. Seuls les musulmans vivant dans le royaume pourront effectuer cette année le 5e pilier de l'islam. Une décision prise avec philosophie au Mali. Nous comprenons cette décision et nous adhérons à ça. C'est ce que le bon Dieu a décidé. Compte tenu de ça, on va quand même continuer notre travail et sensibiliser aussi nos pèlerins. Ce n'est pas le Mali seulement, ce n'est pas l'Afrique seulement, c'est tout le monde ailleurs. Le processus d'organisation des Hajj de 2021, ça va continuer. On va continuer dans ce sens-là pour éviter vraiment des erreurs ou bien des problèmes de dernière minute. À notre passage à la maison du Hajj, se tenait justement une réunion d'information avec les responsables des agences de voyage. C'est des manques à gagner à hauteur des milliards. Voilà, c'est le Hajj au Mali. Nous, on a 13 323 pèlerins. Et quand il va prendre maintenant la filière gouvernementale, qui est 1500 pèlerins, le montant pour le Hajj, c'est 2 747 815. Et pour la filière privée, c'est 2 950 000. Maintenant, quand il va multiplier les deux coûts-là, il va trouver que c'est en hauteur des milliards. Un coup dur pour les pèlerins, mais aussi pour les 400 agences de voyage. Pour ces dernières, le pèlerinage est une activité lucrative qui devrait combler les manques à gagner suite à la fermeture des frontières à cause de la pandémie du Covid-19. Le problème qu'on a eu d'abord, c'est l'annulation de la Umrah. Et c'est pendant la Umrah, qui coïncide avec le mois de Ramadan chez nous, que nous allons en Arabie Saoudite pour faire les contrats. Donc ces contrats, on les établit avec les hôteliers, avec les différents prestataires là-bas. La première conséquence, elle est pécuniaire. Ça fait 2,5 milliards de pertes. La deuxième conséquence, et qui découle aussi de cette conséquence d'annulation, c'est en réalité les contentieux qui vont découler de la situation. Il y a des pèlerins qui payent en avance les frais du pèlerinage aux agences de voyage. Donc ceux-là voudront bien être remboursés. Et si cela a trouvé que certaines agences de voyage ont déjà pris des dispositions en Arabie Saoudite en payant des frais, ça va faire des complications pour ces agences et ça crée un contentieux entre l'agence de voyage et le client, c'est-à-dire le futur pèlerin. Les pèlerins déjà inscrits seront remboursés, mais ceux qui le souhaitent peuvent maintenir leur réservation pour l'année prochaine. J'ai été informé que le pèlerinage à la Mecque n'aura plus lieu cette année. Puisque j'ai fait confiance à mon agence,
je ne souhaite pas être remboursé. Je partirai l'année prochaine s'il plaît à Dieu. L'annulation du Hajj cette année permettra aux organisateurs maliens de mieux se préparer pour 2021. Et voilà, professeur Abdoulaye Dabo, Oui. vous étiez candidat cette année au pèlerinage, non? Effectivement, j'étais candidat. Ah bon? Mais vous n'aviez pas payé d'abord? J'ai payé. Ah bon? Seulement, le problème qui se pose, c'est de savoir, comme l'a dit madame tout de suite là, il se trouve que des dispositions avaient été prises par les organisateurs pour utiliser. Oui. Voilà. Donc, la question, je n'ai pas réclamé encore en tout cas l'argent pour le moment. D'accord, vous êtes en train de voir. Voilà, je suis en train de réfléchir. Voilà, puisque nous serons prioritaires l'année prochaine, Inch'Allah. Vous êtes dans la filière gouvernementale? Voilà, la filière gouvernementale. D'accord. Donc, je préfère quand même attendre. Ah, vous avez un client en face de vous, hein? Oui. Comme on le dit, vraiment, accepter, comme le directeur l'a dit, accepter ou prendre son mal en patience par rapport à la décision qui a été prise, il vaut mieux quand même que d'aller s'exposer. Absolument. Vraiment, cette maladie-là. Bon, Inch'Allah, le temps, ça passe vite. Hein, voilà. Ok. Docteur Cissé, directeur général de la maison des Hajj, lundi, on a appris, notre reporter l'a dit, hein, que c'est tombé comme un coup près. Mais est-ce que ça a été le cas chez vous aussi? Vous le saviez ou vous avez appris en même temps que le citoyen lambda, que voilà, les Maliens ne pourront plus, comme beaucoup de pays d'ailleurs, tous les pays du monde d'ailleurs, hein, sauf les résidents, qu'ils ne pourront pas effectuer le pèlerinage 2020. Vous le saviez aussi? Vous avez été averti avant? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala Habib Mustafa, rahmatullah. Merci beaucoup, merci encore une fois. Oui, on sait qu'il y a quelque chose qui a été en cours, parce qu'on est en train de suivre quand même l'actualité avec les autorités saoudiennes, qui étaient même en réunion, à peu près 2 mois de réunions successives, nuit et jour. Premier aspect même, c'était l'organisation Hajj ou pas Hajj. Et finalement, ils ont opté de faire le Hajj. Ils ont décidé quand même il y aura pas Hajj, ne sera pas annulé totalement, mais ils sont dans une logique d'organiser le Hajj avec le mesure barrière compte tenu de la situation de coronavirus virus au monde. Ils ont évoqué tous les aspects et travaillé avec les techniciens, le ministère de la Santé, réunions successives tous les jours. Et finalement, voilà la décision. Bon, quand on a pris la décision quand même était le lundi, était annoncée par le ministre saoudien du Hajj, celui qui a annoncé officiellement à la télé saoudienne. Après ça, il nous a envoyé des lettres pour nous notifier que voilà, maintenant, c'est parce qu'on se trouve tous les gestionnaires, tous les organisateurs du Hajj, les pays musulmans, ils sont dans un réseau qui s'appelle le système électronique de visas. C'est à travers même le système-là, on délivre même les visas pour les Hajj. Ce n'est pas dans les ambassades. Voilà, donc il nous a envoyé des papiers pour nous notifier que les Hajj cette année, compte tenu des situations de coronavirus, parce qu'ils ont commencé quand même, ils étaient en confinement pendant 2 mois et plus. Quand ils ont commencé à faire leur déconfinement, la maladie à coronavirus a commencé à gagner plus de terrain. Donc, il dit, après avoir évoqué tous ces problèmes, il dit que vraiment l'Arabie Saoudite, il ne souhaite pas que l'Arabie Saoudite soit vraiment la cause de la propagation de la maladie coronavirus dans les autres pays musulmans. Donc, voilà. Bien fondées. Voilà, donc il dit que vraiment le Hajj sera fait en formule très réduite. Seuls les résidents et les différentes nationalités qui sont en Arabie Saoudite sont autorisés à faire le Hajj cette année. Donc, le Hajj aura bel et bien lieu, mais nous autres, on ne fera pas partie. Donc, coronavirus, c'est comme ça, confinement, déconfinement, reconfinement, on ne sait pas trop. On essaie d'habitude, hein, si j'ai bien compris, votre programmation, la période du pèlerinage, c'est 18 juillet au 2 août, c'est ça? Le pèlerinage même, c'est 5 jours, c'est le 28 juillet au 2 août. Ça, c'est le pèlerinage. Mais on parle parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects pendant le pèlerinage. Mais le départ, généralement, c'est le départ 6 juillet, 7 août. Parce qu'il y a 2 filières. Il y a la filière gouvernementale et il y a la filière aussi privée. Les privés, dans leur programmation, leur premier convoi commence à partir du 4 juillet. Mais ça c'est la filière privée.
Il y a ceux qui sont programmés comme ça. Mais pour nous notre premier départ est prévu à 15 juillet. D'accord. Ok. Juillet. Tout cela est. Maintenant, pour le retour, la filière privée, première convoi devrait retourner vers le 8. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien pigé, c'est que, Madame l'a dit tout à l'heure dans le reportage, le pèlerinage c'est 28 juillet, 2 août, mais la Umrah c'est bien avant. Bien avant, exactement. La Umrah avait été annulée, mais pour autant, vous avez continué à enregistrer les pèlerins. Oui. Bon, là, vous étiez averti, non? Ouais. La Umrah et le pèlerinage, le Hajj, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas pareil. Oh non. Umrah, on peut faire ça à tout moment. Mais c'était déjà un signal, non? Voilà, c'était vraiment un signal. Là. Et c'est d'ailleurs, l'Arabie Saoudite nous a même notifié vers le mois de mars de ne pas prendre des engagements liés au pèlerinage en ce qui concerne l'hébergement, la restauration et les transports. Donc, dans ce sens-là, on n'a pas quand même. Après ça, on n'a pas pris de nouveaux engagements liés au pèlerinage. D'accord. Quel est le quota lui au Mali? 13 323 pèlerins. D'accord. Alors, c'est consommé, il n'y aura pas de pèlerins, ni filière gouvernementale, ni filière privée, mais Madame la représentante du secteur privé l'a évoqué tout à l'heure, hein, on le sait, le Hajj, c'est religieux, mais c'est également un produit touristique. Hein, oui, exactement. Il faut le reconnaître. Hein. Et maintenant, le fait que ça soit annulé, il y aura des contentieux. Comment il faut les vider? Et qu'en est-il de ce contentieux à votre niveau? Parce que vous venez de nous dire tout à l'heure que vous n'avez pas fait de gros engagements au niveau des prestataires sur place. Mais contrairement à ces assertions, mais c'est le cas du côté du secteur privé qui a été impliqué quelque part. Comment ils vont faire? Si vous pouvez aisément rembourser, ce n'est pas forcément le cas chez eux. Est-ce que vous entrevoyez des pistes de solutions? Comment les accompagner? Voilà, le problème est là. Ah bon, le problème est là, mais quand même, mais je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus parce que depuis plus longtemps que nous sommes quand même en concertation chaque fois et j'ai fait aussi plusieurs interviews, on a expliqué tous ces aspects-là, de s'attendre à ça, s'il y a ça aussi, il y a des alternatives qui se sont prévues, on a parlé de ça et évoqué tout cela avec les partenaires privés. Même quand on a reçu la nouvelle la semaine passée, ou bien la semaine là, vers le mardi, début de semaine, j'ai convié tous les partenaires de la filière privée. On a évoqué les problèmes ensemble. Voilà ce qui a été adopté. On va continuer avec le travail. Les dispositifs qui sont en place seront toujours maintenus. La police est là pour délivrer le passeport, le RAVEC est là pour l'enrôlement, les banques sont là-bas pour ce qui les concerne. Ensuite de suite, on va continuer pour mieux préparer le Hajj prochain. Alors, quel était le quota du gouvernement, filière gouvernementale? 1500 pèlerins. 1500 pèlerins. Les 11 823, ça c'est pour les privés. Alors, vous avez fait des enregistrements jusqu'à hauteur de combien de pourcents? À peu près 20-25%. 20-25% à ces jours. Ouais. D'accord. Et ceux qui ne voudraient pas laisser leur tour entre vos mains? Bon, j'arrive à ça. Bon, c'est ce qu'on avait évoqué. On va maintenir jusqu'à ce qu'ait épuisé notre quota parce que c'est le même quota qui est reconduit. Vous allez compter les enregistrements? Ah, oui. Donc vous invitez les uns les autres à venir? À venir pour s'inscrire. Mais si pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, parce que le Hajj cette année, quand même, c'est reporté pour l'année prochaine. Et ceux qui vous ont désisté? Voilà. Maintenant, ceux qui sont déjà inscrits, qui veulent vraiment qui veut renoncer au pèlerinage. Oui. On peut dire qu'il veut renoncer au pèlerinage parce que s'il n'y a pas lieu quand même d'être remboursé, si tu es toujours dans une logique de faire le Hajj. Ils n'ont pas renoncé, on leur a dit qu'ils ne peuvent pas partir. Cette année, mais ils vont aller le Hajj prochain parce que ça, tout le monde est exclu. Maintenant, si d'office il veut être en possession de ses sous, dans toutes les facilités, il va avoir ses sous. Ça, c'est vraiment un message qui a été lu, qui a été vraiment publié partout. Voilà. Mais quand même, il n'y a pas lieu quand même d'être remboursé. Tu es toujours quand même dans une logique de faire le Hajj parce que c'est le même quota qui sera vraiment reconduit pour l'année prochaine. D'accord. Voilà. Et ils seront toujours prioritaires. Et de mettre en tête aussi que c'est comme si c'est des quotas de 26 000 qui va être seulement pour 13 000. Ça veut dire que au lieu de c'est le cumul de 2 années, 2 ans qui
qui va être dans une année. Absolument. Voilà, donc de mettre ça en tête qu'il y aura beaucoup plus de candidats pour les Hajj prochains. Et déjà, comment vous comptez gérer ce flux-là en amont? Parce que c'est un peu ça aussi notre problème ici. Vous savez bien que ce problème est là, il va venir. Comment vous vous êtes préparé? On sait que le problème est là, il va venir, mais de fait où les autorités saoudiennes ont pris la décision de maintenir les Hajj, on s'est dit, bon, peut-être qu'on va aller avec des membres très limités, tous les pays. Bon, c'est ce qu'on avait programmé ça, on met ça quand même en tête, mais ce qui n'a pas été le cas. Il dit que bon, c'est seulement les résidents. Mais de toutes les façons, on va continuer comme ailleurs, dans les autres pays, c'est comme ça que c'est fait. Voilà, ils font l'enregistrement, des programmations, 1 an, 2 ans, 3 ans en avance. Comment vous évaluez les conséquences en termes de chiffres là, immédiatement? Bon, cette année quand même, d'abord je vais vous parler d'abord. On était engagé quand même, quelque part, même sur le plan national ici. Exactement, oui. C'est tout la maison des Hajj, le fonctionnement même de la maison des Hajj, c'est à peu près 390 millions qui sera 95% de cette somme-là est générée par les agences de voyage. D'accord. Voilà, donc les agences de voyage... Vous voulez poser une question? Oui, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'il dit, il ne cesse de répéter que ceux qui ont déposé les fonds cette année, qui n'ont pas pu, seront prioritaires. Est-ce à dire qu'il y a des pèlerins de première zone, des pèlerins de seconde zone? Prioritaire, ça veut dire quoi en réalité? Prioritaire, cela veut dire qu'ils seront toujours les premiers dans la programmation. Cela veut dire que s'il y a 5 vols pour le départ, c'est eux qui vont aller le premier vol. C'est ça prioritaire. Okay. Voilà. C'est le même quota. Mais c'est le même quota. Qui sera maintenu. Qui est déjà maintenu. Voilà. C'est le même quota, le 13 323 qui est déjà maintenu qui est juste reconduit pour l'année prochaine. Voilà. Donc maintenant, c'est eux qui sont maintenant en première ligne et les autres là vont venir pour juste compléter maintenant le vide. Exact. Et puis c'est fini. Maintenant, s'il y a d'autres, maintenant, de mettre en tête aussi que c'est 2 ans. 2 ans, en une année, quand même, il y aura quand même beaucoup de candidats. C'est comme si, ce que je viens d'expliquer pour Ibrahima tout de suite, c'est comme si, disons que c'est 26 000 candidats pour 13 000. Voilà, pour 13 000. D'accord. Voilà. Alors les premiers seront les mieux servis. Voilà. Okay. Et on dit, on maintient toujours que si d'office quelqu'un, vraiment, mais quand même s'il veut se retirer, sinon s'il veut quand même toujours aller au pèlerinage, il n'y a pas quand même lieu de chercher à être remboursé. Maintenant, si d'office il veut quand même être remboursé, se retirer, même bien avant le Covid et consorts, il n'y a pas de problème, il peut être en possession de ses sous à tout moment. Il y a même des cas auparavant comme ça. Ce que je suis en train d'expliquer, des manques à gagner, parce qu'on a été quand même victime du Covid. La maison des Hajj, les ressources de la maison des Hajj, qui est cotisation des agences de voyage, au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas pu mobiliser plus de 5%. C'est veut dire que vraiment on est en train de vivre dans une situation chaotique à la maison des Hajj aujourd'hui, compte tenu de la situation de mais vous pensez que la situation va s'améliorer si on ne vous jette pas des bouées de sauvetage quelque part? Parce que les agences, leur situation, il faut regarder la vérité en face, là, va s'empirer parce qu'ils n'ont pas fait d'entrée cette année. Mais on va pouvoir honorer les engagements, même l'année prochaine. Et vous aussi, vous allez être dans le même problème. C'est des problèmes. C'est des problèmes vraiment. Et quelle solution vous envisagez là? On est en train de solliciter quand même l'État de nous venir vraiment en appui pour contenir la situation de Covid, parce que quand même, on est quand même victime de Covid. Tout ça là, c'est grâce au Covid. On sait que le Covid a gâté beaucoup d'autres choses, les autres facteurs. Et je viens de lire même tout de suite un message, dire qu'il y a à peu près 1,5 milliard d'étudiants qui n'ont pas quand même pu suivre les cours, parce que les écoles sont fermées. UNICEF vient de dire que ce n'est pas la maison de Hajj seulement, ce n'est pas le Hajj seulement, mais beaucoup d'autres secteurs. Mais quand même, nous sollicitons l'appui de l'État pour nous appuyer de ce sens-là, pour qu'on puisse quand même continuer notre travail, finir avec le quota, pour mieux organiser le pèlerinage, pour quand même on sort ce qu'on a l'habitude de le faire tout le travail en dernière minute. C'est vraiment une occasion pour nous maintenant de s'organiser très bien, de mettre tout en œuvre en temps réel
au lieu d'attendre maintenant de dernière minute. On a même en train d'envisager maintenant de faire, de continuer avec le travail jusqu'au 31 décembre et on va évaluer si on termine avec les quotas et les autres vont attendre maintenant 2022. Ouais, vous êtes avantagé par rapport au temps que vous avez. Exactement. Au lieu de travailler sur un an, vous travaillez maintenant sur 2 ans. Mais de l'autre côté, formation. Vous êtes défavorisé exactement. Parce que vous traînez les problèmes de 2 ans aussi. Exactement, oui. Voilà, donc il faut encore 2 fois plus d'argent. Exactement, oui. C'est vrai, c'est une réalité. Ouais. Mais quand même, on va quand même, on va travailler dans ce sens-là pour au moins amortir un peu le travail. Parce qu'il y a eu beaucoup de manque à gagner aussi, compte tenu des travail dans les dernières minutes. Oui. Voilà. Parce qu'à l'époque, les gens ils vont aller faire les programmations, après ils viennent chercher les clients, les pèlerins. Ouais. Voilà. Souvent, tu peux te programmer pour 300 et tu as ça. Et sur le terrain, tu n'as pas ce nombre-là. Ouais. Voilà, tu es obligé quand même de bazarder ou bien de perdre des eaux. Maintenant, si tu termines avec tes inscriptions, non seulement tu as le temps suffisant pour former tes pèlerins, de telle façon que tu vas te rassurer qu'il n'y a pas un pèlerin qui n'a pas eu le minimum de formation à toutes les étapes en Arabie Saoudite, à Médine, à Zul Hulayfa, là où on prend l'intention de la Umrah, à la Mecque, à Mina, à Rafah, Muzdalifa, les retours à la Mecque, les retours à Jeddah jusqu'à la maison des Hajj. Tu as tout le temps pour les former très bien, pour qu'ils connaissent tout ce qui concerne le pèlerinage à toutes les étapes. D'accord. Donc voilà maintenant comment ça se passe même ailleurs. Pourquoi ne pas faire aussi, surtout quand on a le temps. Donc c'est une occasion pour nous pour mieux s'organiser. Alors, on va continuer à vous accompagner dans la sensibilisation, appeler les uns et les autres à venir. D'accord. Qu'il y a des problèmes, mais que nos convictions s'affirment. Comme on le dit, c'est quand mais les milliards je voulais dire que les milliards que les gens attendent, les milliards, 70% de ces milliards-là, c'est la restauration, c'est l'hébergement, c'est le transport, tout ça là, c'est en Arabie Saoudite. Ça veut dire que même les banques, parce que c'est des milliards qu'on entend. C'est transféré par. C'est comme les 150 millions là. Voilà. 150 millions. Voilà, c'est transféré par nos banques ici sur place. Donc, eux aussi, c'est des manques à gagner pour eux. Absolument. Ah oui, exactement. Donc, il faut mettre tout ça en tête. Il ne faut pas que les gens attendent que c'est le milliard là, c'est qui retourne les milliards là. Bon, tu vas trouver que c'est les 20% seulement qui on a compris. Merci à vous, professeur Abdoulaye Dabo. Merci. On vous souhaite tous les succès dans la lutte contre notre tristement célèbre Covid-19. On ne sait même plus le Covid, la Covid, tout ce qu'on sait que c'est une catastrophe pour l'humanité tout entière et que Dieu nous protège. Merci donc à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre national de la recherche scientifique et technologique. C'est bien ça. Vous êtes maintenant. J'y arrive. Vous êtes également le président de la commission scientifique sur le Covid-19 ou la Covid-19. Docteur Abdoul Fattah Sissé, directeur général de la Maison du Hajj. Il n'y aura pas de pèlerinage pour les étrangers cette année. On va prendre notre mal en patience, Inch'Allah, l'année prochaine, que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis tout à l'heure. Le journal de 13h, une présentation de Mariam Koné. Merci de rester sur le RTM. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah, dimanche prochain, canal 12-13.